Édouard Courty, je travaille chez Cézanne. Donc chez Cézanne, on est une marque e-commerce 100% française. Et voilà, on a une gamme pour hommes, une gamme pour femmes. Et donc on fait du Symfony voilà, tous les jours. Et aujourd'hui, on va discuter d'IA, de MCP, donc on va voir ce que c'est, et voilà, de comment faire interagir les IA avec des logiciels externes, et à savoir du coup des projets Symfony. Donc quelques mots sur Cézanne avant de commencer. Cézanne, c'est une plateforme d'e-commerce donc française avec des logiciels qui sont 100% maison. Donc pas de SaaS ou d'interaction avec d'autres logiciels, on développe tout chez nous. On a plusieurs dizaines de millions de vues par mois. On est une plateforme connue dans le monde entier. Et on a une grosse expertise PHP et Symfony. Voilà, on a une équipe très senior. Et on a des super talents. Et on recrute. Donc passez à notre stand, on est aussi sponsor du forum. Donc voilà, pensez à nous si vous avez un CV à déposer après la conférence. Alors pour commencer, petite rétrospective de l'IA, qui est quand même un monde qui change à vitesse grand V. Moi je pense quand même à la première milestone de l'IA selon moi, qui est en 96, quand le meilleur joueur du monde d'échecs à l'époque, Garry Kasparov, perd contre une IA de IBM nommée Deep Blue. Et c'est la première fois qu'on voit que l'IA, que les modèles d'IA ont un impact sur le monde. Et ensuite, beaucoup d'évolutions sont arrivées, notamment en 2017, un papier de Google nommé Attention is all you need, que je vais vous présenter dans quelques secondes, donc, qui a placé les bases pour une véritable révolution dans le monde de l'IA, puisqu'en 2022, on a les premiers modèles donc GPT, comme ChatGPT, qu'on connaît tous, qui sont sortis. Et voilà, depuis, ça ne s'est pas arrêté. Beaucoup de modèles sont sortis, beaucoup d'IA se développent dans le monde entier. Et actuellement, en 2025, on a donc GPT-5, Llama, voilà, toutes ces plateformes qu'on utilise tous les jours. Donc, Attention is all you need, j'en parle parce que pour moi, c'est une des pierres angulaires de l'IA de nos jours. C'est 8 chercheurs de chez Google qui ont posé les bases de l'architecture Transformer. Transformer, en fait, dans GPT, ça signifie Generative Pre-trained Transformer. Et c'est l'architecture logicielle qui permet de faire des modèles d'IA, donc des LLM, comme on les a actuellement, de manière efficace et rapide. Et donc c'est ce papier qui statue ce fonctionnement, et pour moi, c'est cette véritable révolution qui a démarré ensuite l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon, donc l'IA c'est sympa, mais on a tous déjà vu ChatGPT galérer à nous répondre à une question. Donc là j'ai mis quelques exemples d'exemples où GPT ne peut pas répondre. Donc par exemple, premier exemple, je veux ajouter une musique dans une playlist Spotify. Bon, là GPT me répond qu'il ne sait pas faire. Il me dit comment faire si je veux le faire moi-même. Moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il le fasse à ma place. Comme ça je reste dans mon canapé tranquille. Autre exemple, si je lui demande quelle est la somme actuelle sur mon compte bancaire, logiquement, il n'a pas accès à mon compte bancaire, ni à mon application, ni à mon téléphone, donc il ne veut pas répondre. Donc, on peut quand même voir que les LLM ne sont pas très doués pour accéder aux applications, pour accéder aussi aux données en temps réel du monde entier, même si maintenant ChatGPT a accès à Google et à Internet, c'est quand même assez limité. Voilà, donc globalement, les IA ne sont pas très douées pour interagir avec le monde extérieur. Par contre, elles sont douées pour d'autres choses. Elles sont douées pour générer du texte, réfléchir à des problèmes. Par exemple, on lui pose une question précise, il peut nous répondre. Elles sont aussi fortes pour expliquer des concepts. Si vous demandez à GPT, par exemple, d'expliquer la physique quantique à un enfant de 5 ans, il peut vous sortir une réponse à peu près compréhensible. Donc globalement, les LLM sont très doués pour traiter des informations, avec un bon contexte, évidemment. Donc ma question, c'est comment faire en sorte que les LLM, donc les IA, soient plus capables, d'interagir avec des logiciels qu'on connaît tous, par exemple Google Drive ou votre application bancaire, ou que sais-je. Bon, pour ce problème, une solution a été inventée, et elle s'appelle Model Context Protocol, MCP. Donc MCP, c'est un standard développé au début par Anthropic, et qui a ensuite été adopté par toutes les autres boîtes d'IA. Et ce standard, donc c'est pas une librairie, hein, c'est vraiment un protocole de communication. Il définit la manière dont des clients, donc en fait c'est des agents qu'on appelle des clients, donc nos agents IA interagissent avec d'autres applications qu'on va appeler des serveurs. Donc par exemple, si vous voulez interagir avec Maison Google Drive, vous connectez votre LLM, votre application, votre agent, au MCP de Google Drive, et votre agent pourra découvrir quels outils il a à disposition et comment il peut interagir avec. Donc l'architecture MCP, c'est une architecture client-serveur assez classique. Donc comme on le voit ici,
le fonctionnement est le MCP client contacte le MCP serveur, et ensuite le MCP serveur, lui, a accès au monde, quoi, à d'autres API, une base de données, un file system, voilà, ça peut être n'importe quoi. C'est le développeur qui décide ce qu'il veut en faire. Alors, un serveur MCP a 3 types de capacités. Il a les outils, donc les outils, ce qu'on appelle les tools, c'est de la logique exécutable, donc ça peut être considéré comme une fonction. Voilà, il y a un input, il y a un output, et entre les deux, il y a la logique qu'on peut décrire. Les ressources, alors les ressources, c'est à peu près tout ce qu'on peut servir sur une API classique, donc ça peut être des fichiers, de la vidéo, du stream, de la photo, du texte, n'importe quoi. Et ensuite les prompts. Alors les prompts, là, c'est plutôt des templates de prompts. Par exemple, si vous avez une architecture avec 5 services ou 5 microservices, et que vous avez une bibliothèque de prompts au milieu, et que chacune de vos applications fait de l'IA et veut avoir accès à cette bibliothèque, au lieu d'avoir par exemple un repo au milieu avec vos prompts qu'il faut maintenir, vous pouvez créer un serveur MCP, y stocker vos prompts, et ensuite les clients pourront s'y connecter pour récupérer les prompts qui répondent aux besoins qu'ils ont. Donc sur MCP, la communication entre les clients et les serveurs se fait par le protocole JSON RPC. Voilà, c'est la norme qui a été définie. Plusieurs transports sont disponibles, mais c'est toujours avec ce même protocole. Donc le premier transport, c'est le STDIO, donc c'est l'accès en processus direct sur une même machine. Ensuite, on a le HTTP, qui est le nouveau standard, on va dire, établi, et le SSE, le Server Sent Event. Le SSE, c'était un peu au début du MCP. Depuis, ça a été déprécié. Et en fait, c'est plus compliqué à mettre en place que du HTTP. Donc globalement, ce n'est plus vraiment utilisé. Donc le MCP, ça fonctionne avec un cycle de vie assez précis. On a 3 phases dans le MCP. On a la phase d'initialisation. Donc c'est là que votre agent se connecte au serveur pour la première fois. Et là, il va y avoir une espèce d'échange de version et de capacité. Donc par exemple, votre client va dire Salut, moi je suis en version 2025 06 18 et je peux comprendre les tools et les ressources. Ensuite, le serveur répond avec une réponse, du coup, qui contient aussi sa version à lui et les ressources qu'il a à sa disposition. Et ensuite, si le client décide qu'il peut communiquer avec, la phase de découverte peut commencer. Donc la découverte, c'est le moment où le client va énumérer tout ce qui est disponible sur le serveur MCP, donc tous les tools, tous les prompts et toutes les ressources. Et pour ensuite pouvoir accéder à la phase d'opération, qui est le moment où en fait, simplement le LLM va pouvoir choisir entre tous les tools qu'il a à sa disposition. Par exemple, si vous demandez à un LLM d'accéder à un compte bancaire, il va choisir dans la bibliothèque de tools, et s'il y en a un qui s'appelle par exemple Get Bank Details, il va pouvoir le sélectionner. Alors on a parlé de RPC, donc ça signifie qu'on a des méthodes à gérer sur notre serveur. On a plusieurs types de méthodes. On a donc en premier la méthode d'initialisation, donc initialize, qui permet de faire cet échange de versions. Ensuite, on a les méthodes de découverte, donc de découverte des tools, des ressources et des prompts. Et ensuite, les méthodes d'opération qui permettent d'interagir avec le serveur, donc le tools call, resource read et prompts get pour interagir avec le serveur. Donc maintenant qu'on a une idée assez correcte de comment fonctionne MCP, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on l'implémente dans Symfony. Parce que c'est bien beau d'avoir tout ce protocole, mais il faut quand même le mettre en place. Et pour ça, je vous propose un bundle que j'ai créé moi-même il y a quelques mois, qui s'appelle MCP Server Bundle, disponible sur GitHub évidemment, qui supporte Symfony 6.4 et 7.3, et qui supporte pour l'instant le protocole HTTP, et l'APR pour le STDIO est ouverte, donc si vous voulez jeter un œil, allez-y. Ce bundle, je l'ai créé parce que je trouve que l'écosystème PHP manquait d'une manière de faire du MCP facilement. Et donc ce bundle, il gère complètement le transport. Donc toutes les phases de discovery qu'on a vues avant, le contrôleur interne du bundle s'en occupe. Il s'occupe aussi de tout ce qui est DX, donc des outils de debug, des events dans le Symfony Event Bus, etc. pour pouvoir se focus vraiment sur implémenter ses propres outils, ses propres ressources, et ne pas passer du temps à comment fonctionne la couche réseau, est-ce que ça c'est le bon format, etc. Donc on est sur Symfony, on aime bien les services. Donc tous les tools qu'on implémente avec ce bundle sont des services Symfony. Donc là je vous mets un petit exemple de comment implémenter un tool assez simple qui permet de récupérer le contenu d'une URL. Donc là on voit une classe avec un attribut asTool, un nom et une description. Donc ce nom, c'est le paramètre que va utiliser notre LLM pour appeler le tool dans la phase d'opération. Et la description, c'est le plus important, c'est ça qui va permettre au LLM de comprendre ce que fait l'outil. Donc si vous avez un outil super puissant, mais que la description
n'a aucun sens, en fait, ça ne marchera pas. Le LLM ne comprendra pas ce qu'il peut en faire et ne l'appellera sûrement pas. Donc ici, voilà un outil assez classique. Au début, on a un modèle d'entrée dans la méthode invoke, et ensuite on a toute l'opération, et on renvoie un tool result. Le tool result, il peut avoir plusieurs types de retours en son sein. Donc là, on a un texte, mais on peut aussi renvoyer des ressources, par exemple. Voilà. Donc, quand on a la phase de discovery, le serveur va renvoyer les modèles d'entrée pour chacun des outils. Donc ce modèle d'entrée, il va être détecté à partir du modèle que vous mettez en invoke. Donc il est détecté à partir du invoke, mais surtout il est validé et il est désérialisé entièrement par le bundle. Donc ça utilise le Symfony Serializer et le Symfony Validator pour une question de praticité. Et puis ensuite, voilà, vous n'avez qu'à implémenter vos outils et le bundle s'occupe du reste. Donc une fois qu'on a notre serveur qui fonctionne et qui est démarré, il nous faut un client. Il faut qu'on puisse interagir avec. Notre client, il peut être multiple. On va avoir des clients open source comme NU10 et d'autres outils d'automatisation qu'on connaît. Il peut être intégré dans l'IDE, donc par exemple Copilot, je pense qu'il est le plus utilisé, ou il peut être un logiciel d'IA pur, on va dire, comme par exemple ChatGPT ou Claude Desktop, qui supporte le MCP nativement, ou plein d'autres. Évidemment, il y a plein d'outils open source sur le net pour nous aider à faire du MCP. Donc le client, c'est le choix de votre choix en fait. Bon, moi j'ai pris un exemple de configuration dans un IDE, parce que c'est le plus simple. Dans VS Code ou dans PHP Storm, en général, vous avez un petit fichier mcp.json, donc c'est souvent dans les réglages de Copilot, où là vous allez configurer l'URL de votre MCP. Donc, par exemple, si votre MCP tourne sur le port ici 111, bah, vous mettez simplement l'URL, et ensuite quand vous sauvegardez le fichier, votre IDE va aller énumérer le serveur, détecter quelles tools, ressources et prompts sont à disposition, et va commencer à réfléchir. Donc pour illustrer tous mes propos, j'ai préparé 2 démonstrations. La première démonstration, c'est un service client automatisé. Donc voilà, on est sur un site e-commerce, hypothétique évidemment, et j'ai créé 3 outils pour aider notre LLM à répondre aux questions que je vais lui poser. Le premier, c'est Get User Orders. Donc Get User Orders prend en paramètre un email, l'email de la personne, et renvoie toutes les commandes que la personne a effectuées récemment. Ensuite, on va avoir le Update Order Delivery Address, qui permet de mettre à jour l'adresse de livraison d'une commande. Et ensuite, on va avoir le Check User Exist. Ça, c'est un outil de vérification un peu pour le début du processus, pour que le LLM puisse, on va dire, authentifier l'utilisateur qui fait sa requête et continuer. Donc l'objectif de ce premier essai, c'est de pouvoir discuter avec notre service client géré entièrement par IA et de pouvoir effectuer une action concrète pour résoudre un problème. Donc je l'ai enregistré pour éviter l'effet démo. Voilà, donc, au début, j'ai besoin d'aide. Donc là, je dis au service client qu'il me faut de l'aide. Le service client me répond, voilà, quelle est ta question? Donc moi, je lui réponds, une de mes commandes n'est pas arrivée, je veux savoir pourquoi. C'est un problème qui peut arriver classiquement sur des plateformes de e-commerce sur Internet. Et donc là, ensuite, on va voir que le LLM me répond, ok, bon, j'ai compris, maintenant, il me faut ton email pour pouvoir continuer. Donc là, je vais lui répondre avec mon email. Oh, pardon. Tac. On va être à peu près ici. Voilà, donc là je réponds avec mon email. Et là, il va pouvoir vérifier qui je suis, récupérer les informations de mon compte. Et ensuite, il pourra évidemment m'aider avec mon problème. Donc là, je lui mets un email qui n'existe pas dans la base de données. Et là, on voit qu'il s'en rend compte. Donc il me dit, bah, ok, ton mail n'existe pas, il y a un problème. Donc là, j'ai le choix de créer un compte, soit de mettre un autre email. Donc là, je vais répondre au LLM. C'est ça qui est pratique, c'est que c'est comme un humain, quoi. On peut lui parler, lui poser des questions, répondre, et il peut interagir. Donc là, je répare le problème, je lui donne mon email, et là, il trouve mes commandes. Donc il appelle le bon tool, le serveur Symfony répond avec toutes mes commandes, et là, on peut voir que j'ai une commande bloquée, la 3e, voilà, à Cannes, pour un problème de livraison. Donc là, je lui dis que je souhaite traiter cette commande, la commande numéro 3, qui a donc son adresse de livraison incorrecte. Donc là, il lit le problème, et il essaie de me répondre, bon voilà, écoute, j'ai plusieurs solutions pour toi, on peut modifier l'adresse de livraison si tu le souhaites. Moi, évidemment, je ne vis pas à Cannes, donc je souhaite changer l'adresse de livraison de ma commande. Donc je lui réponds, et là, si tout se passe bien, il va me proposer donc, de me donner la nouvelle adresse. Donc là, je lui donne.
Et ensuite, il devrait appeler le bon outil, donc là le update user address, pardon, le update order address. Et voilà, il devrait changer l'adresse de ma commande sans que j'ai eu besoin de parler à un support ou quelqu'un voilà, de l'entreprise. Voilà, donc là, le problème est résolu. Ma requête au support est terminée, elle a duré moins de 2 minutes et je n'ai pas eu besoin d'interagir avec un vrai support. J'ai interagi seulement avec l'IA et mon problème est entièrement résolu. Donc ce premier exemple de MCP illustre bien un cas d'usage qui pour moi est le cas d'usage assez classique qu'on va retrouver dans le futur dans les entreprises, le service client étant quelque chose d'assez chronophage. Donc deuxième exemple, là on va passer une commande directement dans le chat. Moi ce que je veux c'est, voilà, j'aime bien les sites e-commerce, mais il y a trop de photos, trop de texte, je m'y perds, je préfère parler directement dans un chat, très simplement. Donc pour ça j'ai 4 outils, toujours le check user exist, getProduct qui renvoie la liste de tous les produits qui sont en vente sur mon site, et le getPaymentMethods qui permet de récupérer les méthodes de paiement de mon compte, et ensuite le createOrder qui permet de passer la commande directement. Donc là l'objectif c'est de consulter la liste des produits disponibles, comme je le ferais sur un site e-commerce classique, et ensuite de passer la commande en langage intelligible, donc typiquement voilà, je veux commander tel ou tel produit. Alors regardons. Hop. Donc là, même début que tout à l'heure, j'ai besoin d'aide. Et là, l'IA me répond, d'accord, mais pas de souci, je vais t'aider. Je réponds, je passe une commande. Et là, il va m'appeler toute la liste des produits, me demander qui je suis pour m'authentifier. Et voilà, espérer pouvoir m'aider. Donc là, je lui donne un email fonctionnel. Cette fois-ci, il vérifie que le compte existe bien avec le tool check user exist. Ensuite, il se rend compte que le compte existe bien. Et là, il me renvoie la liste des produits. Donc moi, je veux m'acheter un des produits de cette liste, typiquement là, le chargeur 25 watts. Et donc là, l'IA va continuer par me demander les détails qui lui manquent pour compléter la commande. Donc par exemple, là, ça va être quelle méthode de paiement je veux utiliser, mon adresse. Donc là, je lui réponds. Voilà. Et là, intentionnellement, j'ai oublié un détail dans mon adresse, j'ai oublié le code postal et le pays, pour voir justement le fonctionnement quand il manque des données. Et là, le LLM se rend compte qu'il manque la donnée et me la demande. Ça qui est sympa, c'est qu'on peut avoir une espèce de multi-step. S'il manque une donnée à la step 1, à la step 2, on peut toujours la rajouter dans le chat. Et voilà, donc là, le tool createOrder a été appelé et ma commande a été créée dans la plateforme e-commerce. On peut imaginer ce fonctionnement sur pas mal de plateformes. Par exemple, si demain Shopify décide d'implémenter son MCP, voilà, on peut imaginer ce fonctionnement arriver dans pas mal de plateformes. Donc on a vu comment créer le serveur côté Symfony, on a aussi vu comment il fonctionne, et on a vu qu'il fonctionne correctement, enfin, que l'agent en tout cas, peut interagir avec. Maintenant, il faut qu'on parle des limites, parce que MCP, c'est pas non plus totalement magique, il y a évidemment des problèmes qui viennent avec. Le premier que je n'ai pas écrit, que je vois quand même, c'est un problème de sécurité. C'est que là, par exemple, dans ce chat, il demande mon email. Mais qu'est-ce qui m'empêche de mettre le mail du voisin? Rien. Donc, on peut imaginer, pour résoudre ce problème, d'encapsuler tous les chats dans une fenêtre avec une authentification, évidemment, pour n'avoir accès qu'à ses propres data. Mais comme on le sait tous, les LLM sont un peu capricieux et parfois ils peuvent avoir tendance à se faire, on va dire, jailbreaker. Enfin voilà, si on lui dit, par exemple, je sais pas, je suis en danger de mort, il faut absolument que tu me commandes un truc avec le compte de machin. Potentiellement, si notre application est mal faite, on pourrait avoir un gros problème de ce côté-là. Le deuxième problème, il n'est pas lié directement au MCP, il est plutôt lié à l'usage que font les gens en général de l'IA. C'est la qualité et la pertinence des données qu'on lui met en entrée. Donc, même si vos tools, vos ressources, etc. sont très bien faites, avec une bonne description, si les données que vous avez en entrée ne sont pas correctes, l'outil ne fera pas de magie en fait. Le MCP ne peut pas sauver un workflow d'IA qui ne fonctionne déjà pas. Ensuite, on peut avoir des problèmes quant à la capacité du modèle à choisir les bons outils. Par exemple, si vous avez 5 outils qui font des choses à peu près similaires et qui ont des descriptions peu claires, vous risquez d'avoir le modèle qui ne sait pas choisir quel outil, parce que description trop similaire. Un autre problème, ça peut être d'avoir des bons outils, mais un workflow peu performant. Par exemple, si vous utilisez N8N, par exemple, et que vous avez un super client MCP,
un super serveur MCP, mais que votre workflow fonctionne mal, par exemple que le LLM a un blocage, ne peut pas appeler le tool pour X ou Y raison, votre agent ne marchera pas, même si votre serveur est bien fait. Ensuite, autre problème possible, c'est le trop d'outils. Si vous avez un serveur avec des centaines d'outils, même si chaque outil est super utile en lui-même, trop d'outils peut perdre les modèles. Si vous avez fait pas mal d'IA, vous vous rendrez compte que trop de contexte parfois peut justement faire mal aux performances de vos flows. Et ensuite, le problème le plus classique avec les IA, c'est les hallucinations. Le LLM qui répond n'importe quoi, ou même qui invente des réponses. Donc là, on pourrait imaginer un cas où le LLM hallucine complètement des réponses ou va mal interpréter les réponses d'un outil. C'est possible. Moi, je ne l'ai jamais vu encore en usage, mais il faut se rappeler que les IA sont des systèmes basés sur des statistiques. On peut très bien avoir un dysfonctionnement à ce niveau-là. Ensuite, le MCP, c'est un standard très nouveau. Ça fait quelques années que ça existe. Mais la spécification bouge beaucoup. On a même des modifications de la spec sans que la version change. Donc il faut faire attention à ça. La spec évolue très fréquemment. Je pense que toutes les 2-3 semaines, il y a des modifications. Donc il faut vraiment rester toujours à l'affût des nouveautés. Par exemple, là, on a le système d'output schéma qui est arrivé sur la spec il y a quelques semaines. Donc voilà, faire attention à ça. La spécification évolue très vite et c'est facile d'être en retard du coup si on loupe les nouveautés. C'est aussi un standard qui a beaucoup changé de transport notamment. Donc on est toujours sur du GNRPC depuis le début, mais on est passé par plusieurs transports. On est passé par le SSE, puis par le WebSocket et ensuite par le HTTP qui est devenu le standard et qui pour moi est parti pour le rester. C'est aussi un standard qui est en adoption assez lente, vu que, voilà, comme on l'a évoqué avant, il y a pas mal de problèmes de sécurité qui peuvent y être liés. Toutes les entreprises ne font pas du MCP et ne doivent pas non plus faire du MCP. Pour moi, ça reste quelque chose à utiliser avec parcimonie. Si on donne accès à trop de choses aux IA, on risque de peut-être casser un peu l'utilité des humains dans les entreprises. Enfin, il faut quand même garder en tête qu'on crée avec l'IA et pas contre nous. Et ensuite, le problème que moi j'ai identifié le plus facilement, c'est le problème des implémentations. En fait, les clients respectent la spec à 95%, mais par exemple, on va avoir des petits soucis au niveau de copilote qui ne fonctionnent pas de la même manière qu'un autre client. Donc, selon votre implème du serveur, vous aurez peut-être des formats de données à modifier. Donc, retenez bien ça. C'est un standard qui évolue beaucoup et qui n'est pas terminé. Donc voilà, faites gaffe. Donc, pour le mot de la fin, je vous dirais à vous de jouer. Vous êtes tous des développeurs. C'est à vous de créer le futur du monde de l'IA. Les MCP sont un outil qui permettent d'interagir avec les IA de manière plus efficace. Ce n'est pas le seul outil. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Mais en tant que nous, développeurs, pour la plupart, je pense, développeurs back, c'est quelque chose qu'on peut clairement utiliser pour donner plus de puissance à nos workflows d'IA. Merci. Merci beaucoup, Edouard, pour cette conférence. On a du temps pour des questions, donc si vous voulez poser une question au speaker, n'hésitez pas, je vais vous donner le micro. Bonjour, merci pour ta conf, elle était très claire et incroyable. J'ai une question par rapport à la sécurité. En fait, globalement, tu exposes un serveur MCP. C'est ouvert à tout le monde ou pas? Est-ce qu'il y a une authentification possible pour le sécuriser, pour l'avoir peut-être que en interne, l'utiliser que avec ton modèle? Voilà, c'est ma question. Ok, très bonne question. Il y en a une, j'en ai pas parlé parce que c'est pas encore totalement défini. Dans l'aspect qui parle de O2, donc on peut imaginer, là on est sur Symfony, on peut imaginer que notre route MCP est protégée par le mécanisme. Et ensuite, tu parlais d'avoir son propre modèle qui fonctionne avec son MCP. Il y a quelques jours, ChatGPT a annoncé le support des MCP officiellement. Donc là, on imagine qu'on peut configurer son serveur dans ChatGPT. Mais si tu as ton propre modèle qui tourne sur ta propre instance, tu peux aussi juste interagir avec lui sans l'ouvrir sur le net, quoi. Bonjour.
Pardon. Ouais. Merci pour ta conf, très clair. Il y a un truc que j'ai pas très bien compris sur le MCP, c'était la partie de mettre à disposition des prompts. Ouais. À quoi ça sert concrètement du coup? Ah, je crois que la slide a freeze. Tac. Alors les prompts, c'est pas la feature la plus utilisée pour l'instant, c'est même la moins utilisée. C'est le principe, c'est de faire une bibliothèque. C'est que si tu as 15 prompts qui font chacun des choses très précises et qui sont performants, tu peux les mettre à disposition de tes clients. Donc c'est vraiment, il faut le voir comme un Google Drive de prompt, quoi. C'est pas, ça n'a pas plus de logique que ça. Alors, c'est peut-être un truc que j'ai pas expliqué. Quand on fait du MCP, c'est pas le LLM qui appelle directement le serveur, c'est le client autour. Donc là, le client, par exemple, si une personne pose une question très précise par rapport à du code et que le LLM ne sait pas répondre, et si dans sa bibliothèque de prompt, il a un prompt qui sait répondre à la question, il peut se reprompter lui-même avec le bon prompt. Voilà. Merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question, savoir est-ce qu'il existe des frameworks ou des choses pour tester justement les MCP en leur envoyant plusieurs prompts en entrée et être sûr qu'on a à peu près les mêmes résultats et qu'il hallucine pas trop? C'est une bonne question. C'est vrai que le test avec l'IA, c'est souvent un peu touchy parce qu'en fonction des réponses, on ne peut pas forcément faire des assertions très précises. Moi, là, comme ça, je ne saurais pas te répondre. Je ne connais pas de framework de test. Tu peux toujours tester avec PHP Unit, par exemple, si tu fais du PHP. Mais je n'ai pas connaissance d'un framework entre guillemets officiel de test de MCP. Non. Bonjour. Du coup, vous avez évoqué les limitations par rapport à la sécurité. Vous, dans votre usage, vous vous basez sur quelles ressources pour les bonnes pratiques, justement, pour éviter justement le prompt engineering, les injections de prompt ou ce genre de choses? Et est-ce qu'il y a des références, ce genre de choses? Merci pour la question. C'est une bonne question. Le prompt engineering, le problème, c'est qu'il n'est pas, enfin, le prompt jailbreaking, c'est pas facile à détecter pour les modèles. Parce qu'en fait, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe, quoi. Ils ne peuvent pas se rendre compte vraiment s'ils sont en dehors de ce qu'ils doivent faire. Pour moi, la façon la plus efficace de répondre à ce problème, c'est d'avoir deux agents. Un agent qui répond à la question, et ensuite, avant de la renvoyer pour action, un autre agent va relire la question et la réponse et vérifier si la réponse correspond. Et cet agent, il n'a pas le même prompt système et il n'a pas le même prompt tout court que l'agent numéro 1. Et donc, normalement, il est moins biaisé. Et ça permet du coup de baisser énormément ce problème. Non, c'est une trouvaille que moi j'ai fait dans mon usage, mais c'est, je pense, la trouvaille que les gens utilisent le plus, quoi. Il n'y a pas de moyen officiel de résoudre ce problème, mais c'est le moyen le plus utilisé. Ouais. Comme quand on fait, par exemple, je sais pas, si on a un workflow de traduction, on peut avoir un agent qui va vérifier la traduction faite par l'agent numéro 1. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, ouais. Devant et à droite. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Alors en fait, moi j'avais une question, c'était sur le fait qu'on pouvait implémenter plusieurs modèles d'IA. Et donc, est-ce que le système est capable, en fonction de ce qu'on lui demande, d'aller chercher la bonne IA, dire par exemple, je sais pas, quand on veut faire de la recherche, plutôt Perplexity, quand on veut faire de la résolution de problèmes, peut-être plutôt ChatGPT, enfin, ce genre de choses? Non, enfin pas à ma connaissance. En fait, le MCP, c'est comment dire, le fonctionnement des agents entre guillemets, c'est le logiciel va appeler le serveur, faire l'énumération, et ensuite il va donner en plus du prompt dans le LLM qu'il appelle la liste de tous les outils. Mais là, comme c'est le LLM qui répond, il peut pas logiquement dire ah non, je vais appeler un autre modèle, quoi. Tu pourrais, j'imagine, avoir un fonctionnement avec un agent qui d'abord décide quel sous-agent appeler avec le bon modèle, mais c'est pas en une seule étape. Je crois que voilà.
Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si tu avais pu comparer ton bundle avec le MCP bundle de Symfony. C'était la question que j'attendais. Quand j'ai créé mon bundle, Symfony AI n'existait pas. Moi, je l'ai juste fait parce que j'en ai besoin, et puis je l'ai mis en open source parce que pourquoi pas. Maintenant que Symfony AI existe, moi j'encourage tout le monde à faire son choix, quoi. Mon bundle n'est pas la seule réponse. Et surtout, Symfony AI est logiquement backé par bien plus de développeurs que moi tout seul. Et il se peut très bien que je contribue moi-même à Symfony AI voilà, plus tard. Le but pour nous tous, c'est d'avoir la meilleure implème possible. Hein. C'est pas d'avoir une guéguerre de qui a le bundle. Donc, je dirais que Symfony AI, ça risque de devenir quand même le standard dans l'écosystème Symfony. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très bien. J'ai une deuxième question. Ouais. Tu as présenté des exemples avec Claude Sonnet, qui est un très bon modèle, etc. Est-ce que tu as fait des tests avec des modèles moins bons? En gros, ma question, c'est est-ce que si on prend un modèle qui est vraiment moins bon et du coup qui va prendre beaucoup moins de ressources, etc., mais qu'on lui met un MCP qui répond très directement aux questions qu'on a, est-ce qu'on obtient des bons résultats ou est-ce que c'est assez critique d'avoir un bon modèle pour bien répondre? Par exemple, j'ai vu que tu lui donnais l'adresse, ce qui peut être quelque chose qui peut être complexe pour les modèles à décrypter dans certains cas. Donc voilà, je voulais savoir si c'était possible. Très bonne question. Il y a deux choses. Tous les modèles ne supportent pas les tools, les appels de fonctions externes. Donc déjà, je pense que, j'ai pas fait de benchmark, mais la plupart des tout petits modèles en général ne supportent pas la feature. Ça risque d'arriver un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et ensuite, je dirais que c'est un problème de l'IA en général. C'est à partir de combien de peu de paramètres, est-ce que c'est trop peu de paramètres, quoi. Des tout petits modèles, parfois, ils vont avoir du mal à réfléchir et à comprendre des choses un peu plus complexes. Par exemple, quand tu as dit l'adresse, savoir découper le code postal, le pays, etc., c'est pas non plus. Pour nous, c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. J'ai pas testé avec des tout petits modèles, mais j'imagine que, comme dans tous les workflows d'IA, plus le modèle est petit, plus il est prône à faire des erreurs. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos questions et merci encore, Edouard, pour la conférence. Si vous voulez rester, après, il y a une autre conférence sur l'IA. Sinon, vous pouvez aller voir les autres conférences dans les autres salles. Merci.